Et c'est parti pour les commentaires de la semaine, hein, enfin du coup des 2 semaines, je rappelle. Beaucoup de commentaires, beaucoup de chouettes commentaires quand même. Et bon, ben, vous avez l'habitude maintenant. On va mettre les mains dans le cambouis. Si il y a des commentaires que j'ai pris de vidéos dont j'ai pas parlé dans le résumé, ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, je vous ferai un mini résumé pendant la lecture du commentaire. Enfin, avant plutôt. Les fausses pénuries d'emploi, chômage, légende et qualification. On a Filka qui nous dit: alors là, pour le coup, je connais très très bien le problème. Je suis en première ligne. Mon métier, c'est manager d'une agence d'intérim. J'ai plus de 60 postes non pourvus. Ce n'est pas une question de salaire. Même un très bon manutentionnaire peut très bien gagner sa vie. Je ne parle pas du maçon qui tourne autour de 2 500 € très vite. Les métiers manuels sont de plus en plus délaissés. De nos jours, impossible de trouver des soliers moquettistes de moins de 40 ans. Et je trouve ce commentaire déjà assez intéressant parce que de un, c'est vrai qu'on m'avait parlé de l'intérim au moment où je cherchais de l'emploi. Et bon, maintenant j'ai pris une autre direction, mais à l'époque, on m'avait dit que c'était un super bon plan et qu'effectivement il y avait vraiment moyen de se faire beaucoup de fric. Du coup, j'en profite en fait pour conseiller l'intérim parce que on n'y pense pas forcément, c'est pas la première chose qui vient à l'esprit, et pourtant ça peut aider. Voilà. Mais là où je vais, on va dire, un petit peu quand même nuancer, c'est que justement, faut faire quand même attention parce que l'intérim, c'est pas forcément non plus la même chose que d'avoir un emploi fixe. L'intérim, tu peux passer d'emploi à emploi. Moi, je connais quelqu'un qui passe justement, qui est intérimaire. On lui a fait miroiter un contrat pendant 6 mois, et puis maintenant on continue à le faire miroiter un CDD ou un CDI dans la boîte, hein, je parle pas dans l'intérim justement, qui deviennent finalement employés. Et à chaque fois on repousse. Et c'est un peu à se demander du coup, mais à quel moment est-ce qu'on va l'engager complètement? Il y a aussi le fait que, bon, ça dépend quand même des postes qu'il y a, quoi. On peut très vite passer voilà, 1 heure par-ci, puis 1 heure par-là, et puis on va devoir du coup coller un petit peu son horaire, et du coup l'horaire devient incertain. Et si on veut un taf avec des horaires précis par exemple, bah, c'est un peu compliqué de s'organiser. Mais bon, ça aujourd'hui, j'ai l'impression aussi que voilà, c'est un peu le monde d'aujourd'hui aussi, hein, où on essaye voilà, le travail n'est plus fixe, mais il devient de plus en plus flou, je vais dire. Ce sont des heures, parfois, voilà, il y a des jours où tu peux ne pas bosser, et puis des jours où tu bosses blindé, enfin bon, bref. Mais du coup, je veux dire aussi que faut quand même faire attention et pas tirer trop vite de conclusions. C'est ce que moi j'essaye de faire aussi, hein, d'ailleurs. Mais c'est pas parce que justement dans les agences d'intérim on recherche beaucoup d'employés que forcément ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de travail qui est disponible. Parce que j'ai aussi un peu l'impression que c'est justement ça le problème, c'est que voilà, on va dire que être intérimaire, c'est pas non plus la meilleure condition. Tout le monde peut pas faire intérimaire. Je veux dire, il y a le cas, je sais pas, hein, alors voilà, je connais l'intérim du coup de loin, hein, et c'est une opinion, on peut en discuter bien entendu. Mais par exemple, quelqu'un avec des enfants, qui est peut-être une personne seule, eh bien, va peut-être avoir plus de mal à travailler en tant qu'intérimaire que si elle a un contrat qui est fixe avec des horaires fixes. Et c'est ça un peu ce qui me dérange, c'est aussi la condition de travail. C'est toujours ce truc un peu. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'engager, déjà pour les indépendants, parce que ça coûte super vite cher. Même les intérimaires en soi, ça coûte vite cher. Et d'un autre côté, en fait, j'ai aussi l'impression que les plus gros employeurs, je vais le dire comme ça, hein, mais essayent de tout faire pour avoir le moins de salariés et je vais dire un peu comme ça, mais d'arnaquer un peu. Ils pensent pas vraiment toujours au bien-être de l'emploi, ni aux solutions qui pourraient être apportées et qui sont pas toujours monétaires, hein, qui peuvent être parfois simples. Donc, bref, je sais pas si tout ce que je dis est super clair et structuré, comme d'habitude, mais j'ai l'impression que effectivement, l'intérim, ça peut être une solution, mais j'ai vraiment l'impression que c'est plus une solution, je vais dire comme ça, mais pour jeunes plutôt que pour vieilles, enfin personnes plus vieilles, parce que finalement, il faut être assez flexible. Et bon, en plus, c'est pas représentatif évidemment de tous les postes qui pourraient être à pourvoir. Et notamment quand je pense aux postes qui paraissent dans les journaux où ils disent: oh, ils engagent 6 000 personnes. C'est clairement pas de l'intérim qu'ils présentent. Et ça, on peut toujours un peu critiquer ce côté-là parmi les journalistes. Bref,
On va passer au commentaire suivant parce que ça va me permettre en fait justement aussi d'aller, c'est toujours sur le même sujet, et ça va me permettre d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Et nous avons Kogeta4 qui nous dit « Je suis dans la même situation actuellement... » mais attendez, j'ai pas passé un commentaire. Si, il y a un commentaire qui se passe là. Voilà, merci. D'abord Second Wind, après Kogeta4. T'inquiète pas, nous lirons ton commentaire, Kogeta4. Ça viendra. Second Wind qui nous dit « Témoignage qui ne vaut que ce qu'il vaut en France. Ma femme a été au chômage l'année dernière, indemnisée le mois suivant, peu de démarches à faire sauf des formations, faire un CV, etc. Accompagnement aimable de son point de vue, donc comme toi. Elle a retrouvé très facilement un boulot de serveuse chez un traiteur, sans avoir jamais travaillé dans ce domaine, en ignorant tout du nom des préparations, plats typiquement français pour elle qui est étrangère. Les patrons cherchaient un autre employé, plusieurs autres ont été engagés et sont venus entre 0 jours et 5 jours. Et ça, je vous avoue que voir ça, je suis là en mode « Mais putain, mais c'est quoi ces mecs ?» Actuellement, 6 mois plus tard, le poste manquant est toujours vacant. Ma femme voulait quitter ce poste, on lui a offert de grosses augmentations. Je ne veux pas généraliser son cas, mais depuis 10 ans, elle trouve du boulot en traversant la rue. 4 employeurs jamais virés, et pourtant elle a plein de défauts. Alors, je vais mettre moi-même des guillemets à défaut, hein, bien sûr. Étrangère, mauvaise maîtrise de la langue, non diplômée, la quarantaine, etc. Pas de particularité physique. C'est quand même ta femme, merde, quand même. Je n'arrive pas à comprendre comment elle a autant de facilité quand il y a tant de chômeurs qui ne trouvent pas. Bien sûr, je faisais de l'humour. Hein. Sa situation m'a fait revoir mon jugement sur le chômage. Actuellement, je ne saurais pas émettre un avis sur ce sujet. PS, 35 heures par mois, c'est 1200 € minimum en France. Viens nous rejoindre. J'ai beaucoup aimé ce dernier commentaire. Alors évidemment, les salaires sont normalement en fonction... ils sont mis par rapport... Enfin, ils sont adaptés par rapport aux villes où tu habites, etc. À ce que ça coûte, on va dire, au niveau de vie, hein, finalement, de chaque endroit. Mais c'est vrai que 800 balles, ça faisait vraiment mal. Je vais pas mentir, mais quand j'avais 800 € par mois, là... Aïe. Bon, bref. Qu'importe. Revenons à nos moutons. Effectivement, je pense que c'est pour ça que je lis en fait ce commentaire et que j'ai pris aussi le commentaire de notre cher Filka. C'est parce que je pense que c'est hyper important aussi d'avoir justement différentes visions de la chose et de souligner qu'évidemment, moi aussi, c'est mon expérience et que malgré tout ici, je partage mon avis et que ça ne fait pas office de vérité. Et que donc il faut aussi faire attention à son expérience. C'est pour ça que moi je parle de mon expérience, parce qu'elle semble coïncider avec ce que j'analyse, on va dire, et que je lis. Mais c'est pas pour autant que c'est le cas pour tout le monde. Donc, en fait, je pense que effectivement, on peut suspendre son jugement dans le doute. Malgré tout, de ce que je vois, je vais dire, allez, vraiment autour de moi, etc. C'est la première... Enfin voilà, je vais le dire comme ça, mais c'est la première fois que je dis un truc comme ça, faut pas exagérer non plus, mais c'est très rare en fait, ce genre de choses, je trouve. C'est super rare de trouver comme ça aussi vite des emplois et comme ça, enfin je sais pas comment elle fait, il faudrait lui demander son astuce, parce que vraiment, même moi là maintenant, je suis un peu, je suis indépendant, enfin intérimaire indépendant, un peu entre les deux quoi, intérimaire dans l'objectif d'être indépendant, et et même je prospecte et c'est très compliqué de trouver des gens qui sont prêts, je vais dire comme ça, mais à payer pour acheter quelque chose, pour avoir quelque chose. J'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, alors voilà, maintenant c'est la crise du Covid, etc. Et maintenant on est après la crise du Covid, donc tout commence à se remettre et machin. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont très frileux de dépenser, d'investir. Et c'est vrai que pourtant des offres d'emploi pendant un moment, vraiment pendant je sais pas 2 semaines, un mois, tous les jours je faisais plein d'offres quoi. Mais en plus ça prend vite du temps, je l'avais déjà expliqué. Et pourtant il y en a plein qui m'ont jamais répondu, il y en a plein qui m'ont juste rejeté, mais genre je sais pas, allez sur j'ai déjà pas eu un seul retour positif. Le seul retour positif, ce sont des gens qui sont venus me chercher. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont venus, qui m'ont dit « Ah, on aurait potentiellement besoin de vos services au vu de votre CV. » C'était sur LinkedIn. Mais à part ça, j'ai vraiment rien eu. Pourtant, justement, je tentais de me présenter, d'envoyer justement des mails structurés. J'essayais d'appeler, mais les numéros de téléphone sont hyper difficiles, je trouve, d'accès sur Internet.
Bref, c'était vraiment la méga merde. Mais je crois qu'après, évidemment, ça dépend de où tu es, de comment ça se passe. Parce que moi aussi, j'habite à Bruxelles. Et très vite, en fait, Bruxelles, c'est tout petit. Donc très vite, t'arrives, je vais dire comme ça, mais dans des allées commerçantes. Et ces allées, en fait, je suppose qu'ils doivent en avoir toute la journée, en fait, des gens qui viennent leur proposer leurs services. Et je suppose que du coup, ça change totalement, par exemple, que si tu habites dans un village ou que tu habites, j'en sais rien, hein, mais je sais que par exemple, Paris, rien que Paris, c'est tellement différent parce que t'as Paris même, et puis t'as toute la banlieue, mais la banlieue autour, c'est presque des villages autour de Paris, quoi. J- Voilà, j'extrapole un petit peu ma vision du truc, mais c'est vrai que c'est vraiment très particulier, et je pense que, voilà, justement, je pense que ton témoignage est très intéressant. Mais effectivement, avant de le prendre comme ça, forcément, il faudrait avoir plus, faudrait presque une étude sociologique sur le sujet. Mais en tout cas, c'est clair que moi, j'ai vraiment vu, et c'est surtout en échangeant avec plusieurs personnes, et même vous allez le voir dans les commentaires, mais je vois beaucoup de gens qui galèrent, et j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui galèrent que vraiment de gens qui ont ce genre de chance, je veux dire comme ça. Alors évidemment, hein, je parle de chance, ça veut pas dire que forcément la femme de Second Wind est a des porte-bonheur dans tous les sens et elle se promène dans la rue avec 10 kilos de porte-bonheur. Ou que si vous la touchez directement, vous trouverez un emploi parce qu'en fait elle est bénie des dieux. Non, non, bien sûr, je pense que évidemment il y a. Voilà. Typiquement, il y a des gars évidemment qui vont venir 0 jours ou 5 jours après, voilà, au chômage, faut pas rêver. Il y a des gens aussi qui sont en fait psychologiquement, je vais dire, enfin j'allais dire psychologiquement atteints, mais enfin j'ai pas envie de montrer, enfin j'ai pas envie que ce soit négatif, mais dans le sens où ils ont une faiblesse psychologique, que ce soit par ce qu'ils ont vécu ou par ce qu'ils vivent. Je pense notamment aux gens qui se sont retrouvés sans travail à cause de la crise du Covid, bah forcément, il y en a plein. Enfin, si t'étais commercial avant et que tu deviens serveur, alors qu'avant t'avais un salaire de 2 500 € net par mois et que tu tombes à 1 500, bah peut-être que tu tiens pas le coup aussi. J'en ai aucune idée, hein, et je ne cherche pas des excuses, hein. À ces personnes, je les connais pas et en soi je m'en fous. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, forcément, il y a des gens qui agissent comme ça. Et bon, bah, est-ce que c'est pas de chance? Est-ce que parce que moi aussi, c'est vrai que je n'avais pas expliqué ça. J'aurais dû. Parce que moi, par exemple, j'ai été 3 ans au chômage et durant ces 3 ans, mais donc un chômage un peu alterné comme ça, où je bossais, puis chômage, puis bossais. Et en fait, pendant ces 3 ans, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai eu 5 offres d'emploi, mais vraiment 5 seulement, envoyées par les bureaux de chômage. Donc je suis belge, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc j'ai reçu 5 offres d'emploi, et sur les 5, il y en avait 4 qui étaient à l'étranger. Mais quand je vous dis à l'étranger, c'est que j'en avais de Malte, j'en avais du... Je crois qu'il y avait un truc, c'était un truc d'échange au Brésil ou je sais pas quoi. Enfin, non, je crois que ça restait dans l'Union Européenne quand même. Mais bon, bref, hein, c'était vraiment des trucs qui étaient pas. J'ai eu une seule en France et une seule en Belgique. Et quand c'était France, ça allait. Non, je crois que j'en ai eu deux en France. Une au sud de la France et une au nord. Mais donc, c'était des emplois qui étaient même pas en Belgique. Pourtant, je veux dire, allez, certes, j'avais pas beaucoup d'expérience. Mais je suis jeune. Vous n'allez pas me dire que tout à coup, il n'y a aucun patron, aucune société qui cherche du personnel non qualifié, que ce soit les restaurants, les bars ou je ne sais pas quoi. Bref, c'était très étrange. J'ai vraiment ressenti, enfin, mon expérience personnelle au chômage. J'ai trouvé ça vraiment bizarre parce que justement, dans les journaux, moi je comprends pas qu'on voit justement ces 4000 postes et qu'au chômage, je reçoive pas des mails me disant, ben voilà, il y a 4000 postes qui s'ouvrent, donc go. Enfin, quand j'y étais. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier pour moi de voir ce genre de témoignage. Mais d'un autre côté, je trouve ça quand même assez positif. Parce que ce serait vraiment triste que ça n'arrive jamais, quoi. Et que jamais personne n'engage. Donc c'est plutôt cool. Et bah, du coup, je souhaite tout le meilleur pour ta femme, d'ailleurs. Et on va passer du coup au dernier commentaire finalement sur tout ça, hein, sur ce sujet-là, je pense. C'est Kojeta Katz qui lui justement a plus un vécu qui semble être similaire au mien. Je suis dans la même situation actuellement suite à un contrôle de la CAF et d'un trop perçu de 22 000 euros.
Mon colocataire a décidé dans l'urgence de trouver un travail sur le côté. Je pensais qu'on s'en sortirait, mais non. Après avoir déclaré les revenus de mon colocataire, ils ont décidé de me couper les allocations. J'ai donc décidé de trouver à mon tour un travail pour arranger la situation, pardon. Actuellement, je suis en intérim pour des missions de quelques heures seulement. J'ai essayé de postuler pour un poste à temps plein, mais la réponse fut que je n'étais pas prête pour le poste. Bref, ceci n'est qu'un petit aperçu de ma situation, car avant ça c'était pire. Chercher du travail et voir que vous êtes invisible pour eux, il y a de quoi en devenir dingue ma parole, même pour un poste qui est très recherché. Et en fait, je termine aussi par ce commentaire parce que, en fait, je crois que quoi qu'il arrive, même s'il y a des expériences positives, même si par exemple dans l'intérim on cherche beaucoup de gens, etc., et que probablement qu'il y a des gens qui font pas beaucoup d'efforts, ou alors qui n'ont pas, enfin je sais pas, l'éducation, ou je ne sais pas, enfin je sais pas ce que ce serait, mais qui font qu'ils sont peut-être mal habillés, mal polis, mal je ne sais pas quoi, enfin mal habillés. Pas mal habillés, mais je veux dire, allez, j'en sais rien moi, enfin, qui fait qu'ils ne sont pas engagés et qui n'ont pas une espèce de, on va dire, une tenue un tant soit peu correcte. Quand je parle de tenue, je parle de manière générale, pas juste des vêtements. Euh, mais en fait, je trouve ça incroyable que justement... Enfin, moi, mon expérience m'a vraiment frappé. Et parce que, en fait, à l'époque, je croyais que j'étais un cas unique. Parce que j'ai été un peu, dans mes amis, j'ai été un peu l'un des premiers à me retrouver comme ça, lâché dans le monde du travail, sans diplôme ni rien. Et en fait, c'était assez particulier parce que du coup, j'avais vraiment l'impression d'être seul à vivre ça. Et j'avais mes amis qui étaient, notamment, il y en avait plusieurs qui étudiaient et qui étaient en mode ah, ça va rouler, c'est bon, on fait des études, on aura un diplôme, donc ça va, c'est ok. Et en fait, maintenant, donc, ces amis commencent petit à petit à finir leurs études. Et je remarque en fait, maintenant, ils se retrouvent presque. Enfin, il y en a beaucoup qui se retrouvent dans la même situation que moi, quoi. Et qui sont en mode. Mais moi, donc, du coup, quand j'étais au chômage, etc. Et qui se retrouvent en mode, mais putain, je suis obligé d'accepter un job de serveur alors que j'ai étudié pendant 5 ans pour avoir un diplôme, quel qu'il soit. Et en fait, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté un peu invisible. Où tu... Enfin, moi je trouve, par exemple, quelque chose que je trouve de extrêmement scandaleux, en fait, c'est un employeur qui cherche un employé, mais qui ne répond pas. Même un mail automatique pour dire « j'ai bien reçu votre mail ». Donc t'envoies des mails, mais tu sais même pas si la personne les a reçus. Et ça, pour moi, c'est... Il y a plein de détails comme ça qui font que enfin, je trouve qu'en fait, on devrait totalement structurer différemment la recherche de l'emploi. Et je trouve qu'on devrait porter un peu plus de respect, en fait, aux demandeurs d'emploi. Enfin, en tout cas, voilà, il y a encore ce truc de, voilà, je peux, il y en a qui vont me dire peut-être, non, mais il y en a qui foutent rien. Alors peut-être que eux, on pourrait discuter sur le fait que, oui ou non, peut-être que eux, bah, voilà, eux, peut-être qu'ils méritent leur sort, j'en sais rien. Mais je pense que de manière plus générale, en fait, il y a plein de gens qui cherchent et c'est extrêmement dur comme ça de te retrouver avec des gens, t'as l'impression que t'es là, mais que, enfin, par exemple au chômage, moi je me retrouvais à postuler pour des trucs où j'avais absolument pas les qualifications. Ça n'avait plus aucun sens en fait. Et j'ai commencé à arrêter de faire ça parce que je me suis dit, mais c'est débile en fait. Je vais pas commencer à postuler un truc en tant que, allez, je voyais bio-ingénieur. Je suis pas un bio-ingénieur, j'ai pas de diplôme, mais je postulais juste parce que, comme ça, après j'avais un retour, et comme ça, après je pouvais aller au chômage, leur dire regardez, regardez, j'ai postulé, j'ai postulé. Mais la recherche d'emploi, ça devrait pas être ça. La recherche d'emploi, ça devrait être en fonction de tes compétences. On devrait pas juste juger le fait de pouvoir rester au chômage ou non en fonction de la quantité, mais plutôt en fonction de la qualité, quoi. Donc je trouve que le mec qui devrait juger en face de toi si tu cherches vraiment de l'emploi ou pas, il devrait regarder ce que tu as fait, quel est ton CV, quelles sont tes compétences, pourquoi est-ce que tu cherches là, etc. en fait. Et ça devrait pas juste être un gars, parce que ça aussi c'est extrêmement... Enfin voilà, moi je trouve que il faut passer une fois dans sa vie devant ces gars, ces gens, pour se rendre compte à quel point, notamment dans les organismes de paiement, donc je disais hein, en Belgique, on a Actiris slash Forem pour la Wallonie, qui sont des organismes pour les demandeurs d'emploi, donc c'est un peu le pôle emploi. Ils t'aident à trouver un emploi, enfin ils t'aident. Ils sont très gentils, hein, mais malheureusement ils savent pas faire grand chose. Et ensuite, tu as l'organisme de paiement, je sais pas si ça marche comme ça en France, mais qui s'appelle en Belgique l'ONEM,
Et en fait, cet organisme de paiement, en fait, c'est eux qui jugent si tu as encore droit à ton chômage ou pas. Et en fait, faut passer une fois devant ces gars pour se rendre compte à quel point, quand même, déjà, ça se fait à la chaîne. C'est vraiment, voilà, il y a une salle d'attente, mais pleine. Et tu vois vraiment de tout, hein. Tu vois des cas sociaux, tu vois des gens qui ont l'air bien habillés, et en tenue correcte, machin. Enfin, je veux dire, des mecs de bureau, quoi. Tu vois des mecs, tu vois des jeunes, tu vois des vieux. Enfin, il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui viennent avec leurs enfants et tout. Mais vraiment, hein, on se croirait dans un truc. Enfin, moi, c'était la première fois que je voyais ça de ma vie. Et puis, pour le coup, après, quand tu passes devant le gars, en fait, c'est hyper bizarre parce que t'as un gars comme ça qui est derrière son bureau et t'as l'impression qu'il se focalise que sur des trucs, mais ça n'a aucun sens en fait. T'as une discussion qui n'a aucun sens où le mec en fait, il te souligne à quel point c'est pas. L'efficacité, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est pas que tu trouves un taf en fait pour l'organisme qui te paye. L'important, c'est que tu aies les preuves que tu fasses quelque chose. Et moi, je trouve que cette mentalité-là, en fait, c'est pour moi hein, justement une des dérives, je vais dire hein, comme ça, mais une des dérives des mentalités de la droite et du libéralisme, en fait. C'est qu'on se dit, bah, en fait, on s'est dit, en fait, il faut que les gens se bougent, et donc on va être plus strict. Mais en fait, plus on est strict et plus on tombe dans des règles qui deviennent absurdes, en fait, et inefficaces. Parce que c'est pas juste être strict qui est important, c'est aussi mettre en place des fonctionnements qui sont efficaces. Et c'est pas efficace en fait de taper sur les doigts des gens qui n'ont pas assez de preuves comme quoi ils cherchent de l'emploi. Oui, ok, ça fait plaisir après pour les chiffres et de se dire bah tiens, on a viré tel nombre de chômeurs, et puis et puis enfin, mais ou pour les politiques et pour se dire bah tiens, je fais quelque chose. Mais en réalité, c'est pas efficace parce que même, allez, je vais dire, si on jette les gens du chômage et qu'ils deviennent SDF et qu'après ils mendient dans la rue, bon, il y a, même ça, je veux dire, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que à Bruxelles, il y a eu de plus en plus de mendiants depuis que je suis petit. Et maintenant, il y a des rues, c'est rempli de mendiants et tu te dis, mais putain, genre, c'est pas une ville, enfin, c'est pas une ville comme ça dans laquelle j'ai envie de vivre en fait. C'est même pas agréable pour nous, les citoyens, pour ceux qui gagnent leur vie. Donc, enfin, donc en fait, pour moi, il y a vraiment une question de trouver en fait enfin, il faut vraiment taffer en fait sur ce sujet de l'efficacité et plutôt qu'en fait de punir et de mettre les gens, je vais le dire comme ça, hein, mais d'arracher les gens comme ça, parce qu'en même temps, un gars qui, par exemple, moi je pense aussi comme ça, c'est qu'il y a des gens qui sont au chômage, qui sont toute leur vie au chômage, mais en même temps, quand tu vois ce qu'ils ont, quand tu vois leurs pensées, hein, quand tu vois leur manière d'être, tu dis mais putain, ils sauraient rien faire d'autre parce que mentalement ça va pas quoi. Il y a des gens, par exemple, qui sont hyper dépressifs et ils savent rien faire. Et s'ils se mettent à faire quelque chose, ils le font mal. Et ils peuvent mettre en danger les autres, eux-mêmes, l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Bref, donc je crois qu'il y a une vraie question à se poser en fait, là derrière. Est-ce que vraiment en fait on a besoin d'avoir. Allez, je vais dire, je voyais encore le chiffre de 80% d'employés, de personnes, moins de 20% de chômeurs en 2024 ou je sais plus quoi en Belgique. Mais est-ce qu'en fait sortir des chiffres comme ça a vraiment un sens? Est-ce qu'en fait, plutôt que de se dire, ouais, il faut 80% de gens qui travaillent, est-ce qu'en fait, on ne devrait pas se dire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que justement les gens qui travaillent soient mieux rémunérés pour que justement ils fassent tourner l'économie, qu'ils payent par exemple plus de taxes, mais en même temps ils gagneront plus d'argent. Et en fait, je crois qu'il y a. Voilà, ça rejoint d'ailleurs le fameux débat sur le revenu universel qui en Belgique est maintenant un petit peu mis de côté, c'est un peu dommage. Mais je pense que ce débat va revenir parce qu'à un moment donné, on a quand même des robots qui remplacent une partie des métiers. Enfin voilà, et je pense que c'est pas mauvais en fait, forcément, de repenser la manière de travailler et je vais dire la mentalité du travail. Bref, c'est un énorme sujet et on aura plus que probablement encore l'occasion d'en reparler. Donc je vais m'arrêter là pour maintenant, mais n'hésitez pas évidemment à donner votre opinion en commentaire. Bref, on continue donc sur les discussions de la chaîne. Il y avait Harry notamment qui m'avait partagé un article en me demandant si j'allais lire l'article
Et c'était 5 policiers blessés lors d'un contrôle de routine à Molenbeek. Et effectivement, j'en ai pas parlé. Et je voulais quand même justifier en fait ce choix, je vais dire comme ça, éditorial. Mais donc en fait déjà c'est tombé dans la semaine où j'avais plein de trucs. Donc c'était très compliqué pour moi. J'ai dû faire un peu des choix dans les sujets que j'allais aborder. Mais en plus, en fait, du coup, j'ai vraiment pas suivi l'affaire de près. Je sais pas exactement tout ce qui s'est passé. Et en fait, ça avait l'air d'être assez, je vais dire comme ça, mais assez isolé. Enfin, justement, c'est un truc, vous savez, c'est un peu comme aussi les gars qui se plaignent de violences policières alors qu'ils ont fait des doigts d'honneur à la police, quoi. Alors, ça veut pas dire que forcément des gens doivent, enfin, que les policiers doivent les taper, etc. Mais c'est pas étonnant qu'après ils se fassent arrêter, par exemple. Bon, bref. Et donc du coup, ici, pour le coup, je savais pas trop non plus quoi dire. Si ce n'est que, bah, oui, effectivement, blesser des policiers, c'est pas normal. Là-dessus, on est forcément d'accord. Et ce mec a juste l'air, en fait, d'être un taré. Honnêtement, hein. Le gars, il a complètement pété un câble. Et on est totalement d'accord sur le fait que, oui, les gens qui sont comme ça, d'un violent, méritent d'être punis. Et peut-être même sévèrement, hein, quand c'est violent comme ça. Moi, j'avais connu une personne qui avait notamment agressé 2 policiers, mais ils les avaient tabassés, ça les avait mis en incapacité de travail, etc. Et ils avaient dû appeler en renfort, il y avait eu une dizaine de policiers, etc. Bref, donc pas le petit truc, quoi. Et le mec avait fait, je crois, je sais même pas s'il a fait de la prison, je crois qu'il a fait du sursis. Et pourtant, enfin, il y avait beaucoup de choses qui... Allez, il y avait beaucoup de plaintes sur lui concernant plein de choses. Donc c'était un peu bizarre. Et parfois, il y a des trucs qui sont un peu bizarres. Mais je crois que justement, je pense que... moi, je vois dans le combat, en fait, contre les violences policières, une manière, en fait, aussi de soutenir les policiers, mais les policiers qui font bien leur job. Parce que, comme je le dis toujours, le problème, c'est justement ça, c'est qu'il y a il y a des flics, en fait, qui font n'importe quoi, qui se prennent pour des cow-boys, et eux, en fait, ternissent l'image de la police. Mais il n'y a pas que eux, il y a aussi leurs supérieurs, en fait, qui les laissent faire, qui les protègent. Et ça ternit l'image, en fait, de cette institution, et aussi, du coup, des policiers qui sont bien, qui sont bons, qui veulent juste aider la population. Et bref, enfin, je trouve ça un peu dommage. Je sais plus si j'en avais déjà parlé, mais un jour, par exemple, il y a 2 policiers qui ont vu ma mère. Elle devait porter plein de trucs. Et un des policiers qui a dit: mais attendez, madame, on va vous aider. Et il l'a aidé à porter ses trucs jusqu'à sa voiture. Parce qu'il avait dit: mais voilà, comme ça, vous faites rien tomber et tout, c'est moins dangereux. Mais ça, pour moi, par exemple, c'est une attitude digne d'un policier, en fait. Et pour moi, c'est ça qui est important, en fait. C'est que être policier, c'est pas juste faire des courses-poursuites et se retrouver dans des fusillades contre des braqueurs. C'est aussi, en fait, aider le citoyen lorsque... Enfin, voilà, c'est du service, entre guillemets, à la population aussi. Alors, c'est pas que ça, hein. Mais on est d'accord que là, quand même, c'était un flic particulièrement sympa. Mais je trouve que c'est un peu ce côté policier, vous savez, un peu... quand on lit, je trouve, l'agent 212, c'est un peu ça, quoi. Bref. Voilà, voilà. Continuons. Quand les 2000 insultent les 2010, nous avons là-dessus Jerry Baba qui me dit: salut l'ami, je vois qu'on a traité le même sujet, si le cœur t'en dit. Super cool ta vidéo d'ailleurs, et ça pose une vraie problématique de mon point de vue, c'est clairement la faute des réseaux et de l'internet. Et là-dessus, je lui ai répondu que j'allais voir sa vidéo et que j'allais revenir en profondeur plus tard. Problème, j'ai pas eu le temps de voir la vidéo. Et donc en fait, voilà, de temps en temps, j'ai comme ça des gens qui me conseillent des vidéos ou des choses. Et en fait, parfois, j'oublie de répondre. Déjà, j'avais complètement oublié. Si j'étais pas revenu sur les commentaires, j'aurais complètement oublié que ce commentaire existait. Mais en plus, c'est aussi parce que, justement, c'était pour dire que je nie pas. Je ne suis pas en mode... en fait, je dis pas que je répondrai plus tard pour juste envoyer bouler des gens. C'est vraiment parce qu'en fait, j'ai l'intention de répondre plus tard. Si je veux pas répondre plus tard, en fait, en général, je réponds pas aux commentaires. Ou alors, j'essaye de dire voilà, que je vais pas venir en profondeur maintenant, que j'en reparlerai une autre fois ou quoi. Mais là, pour le coup, bah, en fait, j'ai vraiment, pour le moment, j'ai vraiment pas le temps. Et pourtant, j'ai vu la vidéo, elle a l'air aussi cool, et j'avais envie de voir un petit peu justement ce qu'ils faisaient, et j'aime bien voir ce que font les gens.
Mais putain, il me manque vraiment du temps. Et comme en plus, là pour le moment, j'ai mon stream à côté. Et pour ceux qui l'ignorent, mon stream, c'est un peu ce qui passe en priorité. La parenthèse, c'est un truc un peu de plaisir que je fais comme ça. Et ben du coup, voilà, je vais peut-être avoir enfin il y a peut-être enfin des choses qui vont se passer sur mon stream, donc du coup je bosse à fond dessus. Et en plus à côté de ça, j'ai des tournages aussi à faire bref, enfin j'ai plein de taf. Et du coup c'est très cool, mais ça fait que du coup effectivement la parenthèse en pâtit un petit peu. Mais donc voilà, je ne vous ignore pas. N'hésitez pas à continuer à partager vos liens. Et promis, quand je le peux, je les regarde. Et si je vous réponds pas, ce n'est pas une question de mauvaise volonté, c'est vraiment une question juste de temps. Voilà, voilà. Et Jerry Baba, évidemment. J'essaierai, du coup, maintenant que j'ai vu, je vais essayer de caser la vidéo à un moment donné et de la voir. Désolé de ne pas avoir répondu. Donc, toujours la même vidéo. On a Sonny Lim qui dit « Je suis de 2001 et ça me fait rigoler comme c'est con ». Et en fait, ça va un peu en lien avec ce commentaire-ci de Rayman Potatoes sur le même sujet. Fin des années 2000, s'il te plaît, parce que les débuts 2000, on n'en a rien à battre, MDR. Et en fait, je trouvais ces commentaires intéressants parce que, euh, effectivement, on parle des 2000 qui insultent les 2010, mais en réalité, c'est ceux, effectivement, qui sont fin 2000. Ceux début 2000 sont déjà majeurs. Ils sont déjà soit à l'université, en haute école, ou alors déjà en train de taffer, ou quoi que ce soit. Et donc forcément, ils sont plus matures en fait, et ils s'en foutent. Et en fait, je trouvais ça intéressant de le souligner pour montrer à quel point ça va vite. C'est, il y a des insultes comme ça qu'on sort quand on est jeune, et puis en fait, une fois qu'on mûrit, on se dit mais putain, qu'est-ce que c'est débile. Mais qu'est-ce qu'on était con. Et du coup, en fait, voilà, ça rejoint encore une fois ce qu'on parlait voilà, de cette insulte des potentielles personnes qui pouvaient, des potentiels jeunes en fait, qui pouvaient être blessés. Ben voilà, je me suis dit que c'était une bonne preuve que dans toutes les générations, à chaque fois, c'est des trucs qui arrivent et au final, à force, c'est vraiment des insultes qui deviennent désuètes quoi. Et j'ai envie presque de dire que ceux qui paraissent les plus ridicules, c'est ceux qui traitent les autres de 2010. Moi, par exemple, voilà, j'ai vu quelqu'un qui disait « Ah, moi, je traitais... Je suis de 90 et je rigolais, avec des guillemets, des 2000, mais c'était pas méchant. » Et moi aussi, en fait, à un moment donné, pour rire, je disais, sur mon stream notamment, je disais « Oh non, pas des 2000 !» Mais c'est justement parce que je trouve ça tellement absurde de se baser sur une année de naissance pour considérer si quelqu'un est potentiellement intelligent ou con. Là, je vous jure, parfois je me dis, on pourrait tous être les mêmes, hein, mais être nés des années, juste à des années différentes. Mais avoir le même physique, tous les mêmes pensées, hein, bah, qu'on trouverait encore de quoi s'insulter de 2001, 2002. Ah, moi je suis 2001 et février, hein, attention. Bref. Ça m'a fait un peu rire. Est-ce que c'était le dernier commentaire? Non, je crois que ouais, il y en a encore un tout dernier. Incroyable. Donc sur la vidéo Zemmour versus Mélenchon, avec Harry qui nous dit c'est normal vu que tu te dis de gauche, je te vois pas dire que Zemmour a été meilleur. Et je voulais revenir quand même sur ce commentaire qui m'a été souvent souligné. Oui, mais comme t'es de gauche, du coup, t'es pas forcément, t'allais dire que Zemmour, il était plus mauvais. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai vu par exemple le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles qui disait justement, et je crois que je le dis dans la vidéo, hein, eh bien, Zemmour était au-dessus de Mélenchon, alors que moi, je disais plutôt que Mélenchon était au-dessus de Zemmour. Mais là où autant je crois que le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, qui je le rappelle, Valeurs Actuelles qui est quand même un journal d'extrême droite, eh bien, qui pour moi a clairement une vision idéologique, surtout quand j'écoutais ses arguments, en fait il n'en avait pas. Enfin, c'était juste ça. Il n'y avait pas d'argument. Son argument c'était que Mélenchon était mieux avant. Mais vraiment, littéralement. Hein. Mélenchon était mieux avant. Bah ok mec, d'accord.
Euh, Moi, je croyais que Zemmour était mieux avant, du coup, Zemmour était nul. Enfin, ça n'a aucun sens. Bref, je vais pas revenir dessus, mais en tout cas, en fait, je pense qu'on peut quand même regarder avec une certaine objectivité, même si forcément j'ai des biais, et c'est bien parce que j'ai des biais, et je crois que c'est important d'en avoir conscience. C'est pour ça que je vous le dis, hein, que je ne le cache pas, que je suis de gauche. C'est pour que justement vous sachiez ma position dessus, et que vous puissiez aussi le voir en fonction aussi de cette position. Mais je crois que même si on a une position sur le sujet, on peut quand même essayer de regarder, on va dire, en termes rhétoriques, en fait, hein, d'orateurs, etc., de voir qui a réellement gagné. Et c'est là où je trouve, personnellement, que, par exemple, voilà, je vois Bardo Wever, qui est donc un politicien flamand, pas d'extrême droite, mais de droite conservatrice. Eh bien, je trouve que Bardo Wever est un excellent orateur. Je suis absolument pas d'accord avec ses idées. Je trouve qu'elles sont à la limite parfois du racisme. Mais je trouve qu'il parle super bien et il sait sortir des arguments. Et là, en fait, je trouve que dans les débats avec Bardo Wever, souvent, alors ça fait longtemps que j'avais pu regarder maintenant, mais en tout cas, allez, il y a 1 an ou 2, quand c'était un peu les élections, on pouvait voir quand même à quel point il articulait les choses pour que ça aille dans son sens et les points qu'il soulevait parfois méritaient une vraie réflexion derrière. Or, avec Zemmour, honnêtement, il a parlé que de l'immigration. Et il pointe que l'immigration comme souci. Justement, si par exemple on regarde un Bardo Wever, il va parler d'immigration, et il va beaucoup parler d'immigration, il aime beaucoup ce sujet-là, mais il va pas parler que de ça. Il va aussi parler d'économie, de la droite économique, du libéralisme, etc. Et avancer des arguments, et avec des sources surtout qui sont, je veux dire, moins problématiques que Zemmour. Parce que Zemmour, il prend des gens qui sortent tout seuls des chiffres et qui sont finalement, allez, je vais dire, un peu des exceptions dans leur, en tant qu'experts, en fait, dans leur domaine. Et c'est bien de voir les exceptions dans un domaine pour avoir de l'esprit critique et voir parfois, justement, par exemple, ceux qui disent que la Terre est plate, et de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont, en fait, quels sont les arguments qu'ils avancent, et les déconstruire, c'est intéressant, en fait. Mais tu peux pas te baser juste sur le fait qu'un mec, tout à coup, qui avait du crédit, parce que souvent c'est qui avait du crédit, dise que la Terre est plate, donc par exemple un physicien qui maintenant dit que la Terre est plate, alors qu'il est tout seul à le dire sur des milliers de physiciens. Ça n'a pas beaucoup de sens en fait. Et Zemmour m'a semblé vraiment beaucoup plus se tourner vers là, et même en dehors de ça en fait, comme je l'ai dit, de Zemmour, euh, j'ai vraiment retenu que ces deux choses-là, quoi, l'immigration et un tout petit peu l'écologie, parce que ça m'a vraiment surpris. Euh, Mélenchon, il a quand même détaillé un petit peu son programme. Il a dit qu'il se présenterait, etc. Et donc, c'est là où je trouve qu'en tant qu'orateur, il a aussi beaucoup répondu à Zemmour, plutôt que d'être justement dans l'agressivité, je vais le dire comme ça. Il faisait pas des tirades sans garder un œil sur le temps, et donc en calculant que s'il voulait répondre par exemple à Zemmour, eh bien il valait mieux garder un peu de retard par rapport à lui sur son temps de parole, plutôt que de prendre de l'avance comme Zemmour le faisait, parce que alors du coup Zemmour il était dans la merde, à chaque fois qu'il devait répondre on disait oui mais monsieur attention, vous avez 5 minutes d'avance déjà, etc. Donc bref, je pense que vraiment, je vais le dire comme ça, mais personnellement, je suis pas non plus un expert, hein, mais j'ai trouvé que Mélenchon, malgré tout, était plus convaincant. Maintenant, on peut parler des choses sur lesquelles j'étais pas totalement d'accord avec Mélenchon. Mélenchon parle de la sortie de l'Union Européenne, pour moi ça paraît être une connerie sans nom. Mais Zemmour était d'accord, donc voilà. On parlait de l'OTAN, ça par exemple je n'ai pas d'avis dessus, je connais pas assez bien le sujet. Ils ont parlé aussi de l'écologie, et moi par exemple je trouve que les centrales nucléaires sont quand même assez efficaces et nécessaires aujourd'hui, mais ce que disait Mélenchon n'était pas non plus totalement débile, dans le sens où il faut trouver une transition, il faut penser au futur, mais voilà, bref. Donc il faut pas croire non plus que parce que je suis de gauche, Mélenchon, je l'ai trouvé magnifique, parfait et nickel. J'essaye de garder justement une distance, parce qu'en plus, je veux dire, s'il y a bien quelque chose qu'on doit retenir de l'affaire Raoult, au final, hein, dans tout ça, c'est que
c'est pas parce que quelqu'un a beaucoup de prestance, quelqu'un a dit des choses peut-être par le passé qui pouvaient être intelligentes, ou très efficaces, ou super géniales, que pour autant, il peut pas tout à coup sortir une grosse connerie. Et moi, je crois que Mélenchon, voilà, on parlait notamment de Mélenchon, des affaires dans lesquelles il avait été, etc. Et je pense que ça peut mériter un débat. Je pense qu'on peut être contre Mélenchon parce qu'on estime que, bah, effectivement, moi par exemple, je trouve que Mélenchon, il est super vieux, quoi. Je trouve ça dommage qu'il passe pas la main. Voilà, je trouve ça dommage qu'il passe pas la main et qu'il apprenne pas à quelqu'un. Alors voilà, est-ce que c'est une question d'ego? Est-ce que c'est une question. J'en sais rien. Mais voilà, ça par exemple, c'est un avis personnel sur Mélenchon. Et c'est pourquoi, si j'étais français, je pense que je voterais pas Mélenchon, personnellement. Mais bon, je suis pas français et je suis bien content parce que déjà pour la Belgique c'était chaud de voter, alors pour la France, bref. Mais tout ça pour dire que je pense qu'on peut quand même justement regarder des débats, avoir une opinion et par exemple voilà, ben, je suis de gauche. Le PS par exemple en France, j'avais vu des débats mais je trouvais qu'ils étaient nuls à chier quoi, c'était terrible. Et je vois par exemple des débats ici où Écolo qui est donc de centre gauche parfois dit des trucs et je me dis mais putain qu'est-ce qu'il est nul orateur par rapport au mec qui est en face de lui quoi et qui le marave alors que je sais enfin je pense que ses arguments sont meilleurs mais il sait pas les présenter, il sait pas bien parler et donc du coup bah il se fait marave. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui je pense hein. On est bien là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, hein. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner, puis sinon on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.